Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver donc, pour suivre ce deuxième cours sur la dynamique collective de mouvements cellulaires. Donc, la dernière fois, j'avais le cours d'introduction que je rappelais rapidement pour ceux qui n'étaient pas là et puis aussi pour rappeler quelques notions fondamentales. Et comme on va le voir aujourd'hui, le cours de ce jour va être un petit détour par rapport aux aspects proprement collectifs, parce que l'an dernier, sur la dynamique individuelle des cellules, je n'ai pas eu le temps d'aborder un point extrêmement important pour comprendre la dynamique collective des cellules. Donc, la dernière fois, j'illustrais et je montrais que si l'on regarde la matière vivante à ses différentes échelles, c'est-à-dire déjà de l'organisation à quelques centaines de nanomètres, de population de filaments d'actine ou de microtubules, et jusqu'à des animaux de beaucoup plus grande échelle, donc à travers 10 puissance 7 ordres de grandeur, on a des dynamiques collectives qui se rencontrent et qui montrent un certain nombre de points communs que j'ai écrits à droite. Le fait que c'est une matière qui est intrinsèquement active, au sens où elle est auto-propulsive. Deuxièmement, que par l'intermédiaire des interactions locales, attractives et répulsives, il y a un contrôle effectif de la densité. Troisièmement, qu'il y a une tendance à cette matière, à une certaine densité, à s'ordonner, c'est-à-dire que les vecteurs vitesse ne sont pas aléatoirement distribués les uns par rapport aux autres, mais globalement alignés selon une direction ou alors selon un axe privilégié. Et qu'enfin, et donc il conduit finalement à privilégier une vitesse moyenne de référence pour cette population de structures. Et enfin que ces systèmes qui s'auto-organisent localement sont également sujets aux influences des frontières du système qui peuvent réorganiser l'ensemble de ces structures collectives d'ensemble de filaments d'actine jusqu'aux animaux. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est l'échelle intermédiaire, celle des cellules, dans laquelle on a effectivement des dynamiques collectives. On en voit ici différentes illustrations. Le cours cette année aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de ces systèmes naturellement. Je montre ici à gauche, in vitro, des populations de cellules à très forte densité, à confluence de cellules épithéliales, et on voit qu'il y a des mouvements, alors globalement, localement ordonnés. On voit ici par exemple qu'il y a un courant vers la gauche sur une longueur qui est de l'ordre de 10 fois plus grande que la taille de la cellule, mais globalement, la dynamique des cellules n'est pas globalement organisée aux échelles de l'ensemble du tissu. En revanche, par exemple, dans les systèmes in vitro en bas, donc un travail de Benoît Ladoux et de ses collègues, on voit ici maintenant un mouvement rotatoire collectif qui est beaucoup plus ordonné déjà. Et puis au cours du développement, on voit des systèmes maintenant différenciés et régulés, que l'on aura l'occasion de revoir notamment dans le 4e cours, dans lequel on voit maintenant des dynamiques collectives beaucoup plus ordonnées, beaucoup plus contrôlées dans l'espace et le temps. J'y reviendrai. Et puis évidemment, également, le 3e grand champ d'études en dehors des systèmes in vitro du développement, c'est le cas de tumeurs invasives, dans lequel on voit ici dans un matrigèle des groupes de cellules qui quittent la sphéroïde initiale et qui adoptent un comportement collectif invasif et dont on sait les conséquences d'un point de vue pathologique. Alors ici, voilà le résumé des grands points que l'on a vus la dernière fois et que j'aimerais rappeler. L'étude du modèle phénoménologique de Turner et al. Sur le comportement collectif des animaux permet de rendre compte d'une tendance phénoménologique à ces systèmes à avoir une densité de référence et une vitesse de référence. Le modèle ne définit pas quelle est cette densité de référence ni quelle est cette vitesse de référence, mais elle montre comment toute déviation par rapport à ces modèles et ces densités de référence, le système, comme il revient à une espèce d'homéostasie, d'une homéostasie. Mais comme on l'a vu dans le cas des cellules, même si effectivement les cellules à confluence, à une certaine densité critique, vont commencer à avoir une dynamique collective, on voit qu'il y a une dynamique au fait de ces cellules qui est complètement indépendante de la densité et qui en fait dépend des propriétés mécaniques des interactions cellulaires. Et plus spécifiquement, comme on l'a vu dans un parcours, alors que historiquement on était parti d'une situation dans laquelle adhésion, c'est-à-dire force d'interaction entre cellules, ou énergie d'interaction entre cellules, et motilité étaient vues de façon antagoniste, on avait parlé de Paul Weiss et de Holfreter, progressivement au cours des années, une meilleure compréhension du phénomène d'adhésion, incorporant le mécanisme intrinsèquement hors d'équilibre actif de l'adhésion et son caractère dissipatif, permettait de comprendre l'adhésion en tant qu'un système qui n'est pas contradictoire avec le mouvement et qui même le favorise.
et à la différence de l'adhésion dans les systèmes qui sont passifs, comme les colloïdes, dans lesquels effectivement l'adhésion empêche effectivement toute fluidité dans le système. Donc j'ai eu l'occasion de parler de transition de rigidité qui permet de rendre compte de ces caractères fluides du mouvement dans les tissus intrinsèquement cohésifs. Et à quelques exceptions près, une en particulier que j'avais citée, globalement, la dynamique collective des cellules ordonnée est associée à une dynamique locale, donc une transition de rigidité, un état plus fluide du système, disons, qui se passe à confluence en raison de propriétés particulières des interactions cellulaires, notamment du couplage ou de l'association ou de l'interaction entre contractilité et adhésion de ces cellules. Donc, je vous réfère aux détails du cours précédent, mais je voulais rappeler ces points importants. Et puis finalement, et c'est peut-être le point le plus important pour rentrer dans le cours d'aujourd'hui, le fait que si l'on veut maintenant ordonner globalement ces vecteurs vitesse sur l'ensemble du tissu, d'accord, à ce moment-là, il va falloir briser la symétrie globale du système. Et cette symétrie globale du système peut répondre à des caractéristiques auto-organisées intrinsèques au tissu, ou alors à des paramètres externes. Alors on voit ici une illustration de cette notion en partant d'une configuration de vecteur vitesse aléatoire dans un système qui serait pré-confluence ou juste à confluence. On voit dans un certain nombre de cas donc un ordonnancement des vecteurs vitesse sans que l'on voit d'individualisation de cellules qui auraient un caractère de leader particulier au sens où elles entraîneraient le troupeau. Toutes les cellules sont globalement équivalentes les unes par rapport aux autres et elles s'ordonnent localement par des couplages locaux. Mais il existe des cas, comme on le verra illustré dans différents exemples, où en fait il y a bien des leaders qui s'individualisent et qui ont un rôle important, qui, si l'on les fait disparaître par différentes méthodes, en fait la dynamique collective disparaît. Et qui peut être par une brise de symétrie intrinsèque au système, ou alors biaisée par des paramètres externes de nature mécanique ou chimique. On aura l'occasion de revenir sur ces situations. Donc ici, on voit ici le rôle quand même prédominant, bien que pas systématique, de phénomènes de guidage des cellules. Alors l'an dernier, j'avais parlé du guidage d'un point de vue chimique. Aujourd'hui, on va devoir voir un aspect du guidage qui est purement mécanique, qui est important pour comprendre les dynamiques collectives. Donc je suis obligé de finalement d'étendre le cours de l'an dernier pour finalement mieux asseoir les conditions d'une compréhension de la dynamique collective. Alors justement, il n'est pas inutile de rappeler en fait les grandes notions de la motilité cellulaire, à savoir le fait qu'une cellule doit décoder son environnement, détecter un certain nombre de signaux dans son environnement qui peuvent être de nature physico-chimique, la concentration d'une molécule évidemment, mais également les paramètres mécaniques ou même le champ électrique, la lumière dans d'autres cas, suivant les systèmes. Ce décodage de l'environnement a un impact sur en fait une capacité qu'a le système à briser sa symétrie. Alors souvent, la brisure de symétrie est spontanée dans la cellule, elle est simplement influencée par un paramètre externe, donc ce n'est pas vraiment une relation déterministe du guidage sur la brisure de symétrie, mais plutôt en fait une stabilisation ou en fait un biais en fait dans cette tendance naturelle qu'ont les cellules à briser leur symétrie. Et donc c'est pour ça que je parle de conditions où c'est déterministe ou de conditions stochastiques où il va y avoir un biais de polarisation mais sur un système qui est intrinsèquement capable de le faire. Et donc l'interaction entre ces deux va donc donner une polarisation de la trajectoire de la cellule. On a l'occasion de le voir dans le cas à la fois de la marche sur un substrat en 2D ou en 3D, mais également même dans le cas de la nage, évidemment, de bactéries. Et puis finalement, également, pour finir, évidemment, la réponse mécanique des cellules, c'est-à-dire leur capacité à générer leur propre mouvement, et qui dépend des conditions de l'environnement. On a vu deux grands cas de figure, la génération d'une force qui dépend en fait typiquement de la contractilité d'un réseau d'actomyosine ou de polymérisation d'actine, et également la transmission des forces par l'interaction avec le substrat, soit sous forme de force d'adhésion spécifique, ou alors sous forme d'interaction plus labile, en grande quantité, qui donne des forces de friction effectives sur le système. Mais le point que je voulais maintenant rappeler, c'est que, et qui est en fait nécessaire, qui a introduit le cours d'aujourd'hui, c'est le fait que le décodage de l'environnement et la réponse mécanique des systèmes peuvent certes s'appréhender comme deux concepts différents l'un de l'autre, mais justement en raison du fait que les cellules en fait, mesurent ou sont capables d'appréhender
les paramètres physiques de l'environnement, en fait, l'environnement joue directement sur la mécanique du système et la mécanique peut directement appréhender un paramètre physique de l'environnement. Donc, en fait, le guidage mécanique d'une cellule dépend en fait d'une interaction directe entre ces deux notions. Alors, on va le voir. Aujourd'hui, donc, je rappelle d'abord les éléments essentiels dans la motilité en 2 dimensions d'une cellule, à savoir qu'il y a les forces de propulsion qui dépendent de la polymérisation d'actine, en fait, qui viennent, le meilleur modèle pour rendre compte de cela, c'est le Brownian-Ratchet, qui dépend en fait de l'interaction entre les fluctuations de la membrane ou en fait des déformations élastiques des filaments d'actine, et puis leur nucléation spécifique à la leading edge de ces cellules. Donc on a cette force de propulsion qui vient de la nucléation d'actine, l'interaction avec la membrane, une transmission des forces liées au couplage spécifique avec les points d'adhésion intégrines dépendants avec le substrat, c'est le modèle de l'embrayage ou du clutch qui est ici à considérer pour expliquer donc, comment donc on a ces forces de transmission qui permettent le mouvement antérograde de la cellule. Et en fait, un paramètre très important, comme on l'a vu, il y a un couplage entre ces deux forces qui vient en fait de la tension de membrane, qui peut être plus ou moins importante suivant les types cellulaires, et qui joue des rôles divers, comme limiter la force de production, parce que le Brownian-Ratchet en fait, dépend effectivement des fluctuations de la membrane, lesquelles sont inversement proportionnelles à la tension de membrane du système. Elle permet aussi un couplage entre l'avant propulsif et l'arrière contractile des cellules dans un certain nombre de cas, comme le kératocyte. Et enfin, tout cela peut être réglé. Donc voilà les 3 grandes notions physiques importantes pour comprendre la motilité en 2 dimensions. Alors, à partir de ces notions-là, on peut voir d'ailleurs des rétroactions importantes dans le système, comme le fait qu'il y a une sorte d'optimum de tension de membrane suivant les types cellulaires qui permet une motilité maximale. À plus faible tension, la cellule va pouvoir explorer l'environnement en plus grande, dans plusieurs directions, avoir différents lamellipodes, mais finalement ne pas pouvoir se polariser de façon très stable, comme un kératocyte, et à l'inverse, lorsque la tension de membrane va être trop grande, le Brownian-Ratchet, selon le modèle du Brownian-Ratchet, on va avoir en fait une perte de la force de propulsion liée à la nucléation d'actine. Donc en fait, on est bien une espèce d'optimale par type cellulaire qui permet une meilleure motilité, une meilleure polarisation de la cellule. Et idem en fait pour le mécanisme d'adhésion qui, s'ils sont trop faibles, empêchent les transmissions des forces et donc la propulsion de la cellule, c'est évident. Mais si elles sont trop fortes, également, on va tendre en fait à inhiber la motilité cellulaire, principalement en raison du fait que comme les interactions, la durée des interactions en fait est plus longue en fait que la durée de vie moyenne de l'interaction de la cellule avec le substrat, en fait, il faut les détacher. Et si ces forces d'adhésion sont trop importantes, en fait, le détachement à l'arrière de la cellule va être plus lent et donc on va avoir une propulsion, un mouvement plus lent globalement de la cellule. Donc on a bien une espèce de sweet spot ou de domaine intermédiaire d'adhésion dans lequel les cellules vont pouvoir avancer. Donc important de voir en fait ces interactions et ces notions de feedback entre ces différents éléments mécaniques de la motilité cellulaire en 2 dimensions. Alors en 3 dimensions, on retrouve en fait toujours une force propulsive. Elle vient ici également, principalement, donc on voit ici une cellule qui en fait est dans un système confiné. Alors normalement, on reviendra plus tard, le confinement, qui est le point important d'aujourd'hui, vient de cellules qui peuvent être dans des vaisseaux, donc entourées par une matrice qui en fait limite l'espace dans lequel que la cellule peut explorer. Ici, on est entre deux lamelles. On voit cette cellule qui adopte cette configuration polarisée très particulière, qui a une motilité très rapide. Et si l'on regarde en microscopie confocale cette cellule, dans le champ stationnaire de la microscopie, on voit ici un flux rétrograde d'actomyosine, on voit ici l'actine. On peut quantifier tout cela. Et en fait, ce flux rétrograde d'actine, dans les conditions où on a une friction suffisante avec le substrat, va générer en fait une force de friction antérograde qui va faire avancer la cellule. Alors, en ordre de grandeur, il est important de voir que donc, dans le cas de la dynamique en 2 dimensions sur un substrat adhésif, on a des forces de traction qui sont de l'ordre de quelques 10 puissance 2 à 10 puissance 5 pascal, donc quelques 10 à 100 kilopascal, alors qu'on est dans des forces de traction beaucoup plus faibles, de l'ordre du pascal ou moins que le pascal, pour les systèmes non adhésifs. Ces ordres de grandeur, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, sont importants, ils sont donc très faibles. Alors justement, une diapositive qui montre que ce qu'on a vu, donc pour la dynamique individuelle d'une cellule, peut se retrouver d'une façon phénoménologique pour des agrégats de cellules maintenant en 3 dimensions, placés dans un environnement confiné.
Ici, in vivo, il s'agit de cellules des crêtes neurales, qui sont des cellules dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard en termes de guidage. On voit ici plusieurs dizaines de cellules qui forment un agrégat, qui brisent leur symétrie avec un avant propulsif et un arrière contractile. Donc en fait, ce que le supracellule ici accomplit et ce que la cellule individuelle fait, elle avance dans un environnement confiné et il y a un mouvement convectif où en fait, notamment les cellules ont un mouvement rétrograde vers la partie arrière de l'environnement. Alors dans ce système, il n'y a pas d'études précises qui montrent les forces de friction de l'environnement ni qui les quantifient, mais d'un point de vue phénoménologique, on retrouve un certain nombre de choses qui sont similaires à ce qui se situe au niveau de la cellule. Et vous avez ici les ordres de grandeur de différence entre les deux. Alors maintenant, si l'on regarde justement dans un système plus in vivo, alors ce système magnifique sera l'objet d'un case study, un cas d'étude approfondi au 4e cours. J'ai vraiment choisi en fait des systèmes. Après avoir vu un certain nombre d'éléments essentiels de base, je les intégrerai dans des études de cas in vivo, dans lesquelles on verra les différentes composantes agir. Parce que autant in vitro, pour des raisons évidentes, les gens en fait séparent les différents paramètres du système, autant in vivo, les cellules en fait intègrent les différentes inputs qui peuvent modifier leur dynamique, qu'ils soient de nature chimique ou mécanique. Donc l'an dernier, on avait vu vraiment les aspects de guidage chimique, aujourd'hui plutôt mécanique, mais après, on devra avoir à l'esprit le fait que ces différents signaux sont intégrés. Donc ici, on a cette ligne latérale du poisson. Alors la ligne latérale du poisson, en fait, est une structure sensitive dans laquelle ces structures qu'on appelle les neuromastes sont des organes sensoriels avec des cils qui sont capables de détecter en fait les flux des courants hydrodynamiques autour de l'animal et qui lui permettent notamment d'accomplir sa nage, de sentir les courants, etc. Alors ici, ces structures, elles sont déposées un peu comme des petits grains de poussée en fait, derrière en fait, une structure primordiale qu'on appelle le primordium de la ligne latérale, qui a cette dynamique collective et qui avance de façon rectiligne vers la partie postérieure de l'animal et que l'on peut voir ici. Donc on retrouve ici, d'un point de vue phénoménologique, d'ailleurs une dynamique interne très importante, donc un état, en fait, on va dire fluide du système, mais néanmoins, on voit en fait aussi une dynamique globale d'avancée vers la partie postérieure. Alors finalement, lorsque l'on regarde ce système, on ne peut pas manquer de se poser la question, qu'est-ce qui guide en fait la direction de cette structure vers la partie postérieure? Donc la question de guidage est vraiment une question fascinante qui convient d'appréhender sous toutes ses formes. Alors, rappel encore des notions essentielles de chimiotactisme, concernant en particulier les eucaryotes. Vous voyez ici ces expériences remarquables dans lesquelles une petite pipette qui induit un gradient d'AMP cyclique attire très rapidement toutes ces cellules qui ont une structure un peu amoeboïde, qui ont une motilité typiquement conforme aux cellules en 3 dimensions sous confinement. Donc on a ici un gradient qui attire ces cellules. Alors, concernant le chimiotactisme, et en regardant à la fois les stratégies mises en œuvre par les cellules eucaryotes, qui ont des ordres de grandeur de plusieurs dizaines de microns, on va dire, et des cellules prokaryotes qui ont l'ordre de grandeur d'1 micron, on voit 2 grandes stratégies se dégager. La première qui est la détection d'un gradient spatial localement par la cellule, assez grande pour détecter ce gradient, et qui peut être soit un gradient détecté directement de l'extérieur, soit généré par la propre cellule, on y reviendra. Mais également un gradient décodé temporellement par une cellule trop petite pour le décoder localement, mais qui va avoir un mécanisme de mémoire pour l'intégrer, pour comparer en quelques secondes la concentration et biaiser une marche aléatoire. Globalement, en fait, dans ces 2 systèmes, on retrouve des points communs, notamment la tendance qu'ont des systèmes à avoir en fait, une marche aléatoire biaisée par le gradient de concentration, donc une vision beaucoup moins déterministe que celle que l'on pouvait avoir au début, en tout cas chez les eucaryotes. Et deuxièmement, on retrouve des points communs comme une tendance au système à s'adapter et d'avoir une mémoire qui, dans le cas des prokaryotes, en fait, permet le décodage temporel de la concentration, et dans le cas des prokaryotes, est associé, cet effet de mémoire, on peut le voir comme une forme qui explique la persistance de la motilité de ces cellules, en ce sens que, par exemple, il y a souvent un phénomène de couplage qui se repère et pas forcément totalement compris, en partie compris, entre la polarisation des cellules et les aspects mécaniques, notamment les forces de traction exercées par les cellules ou le courant rétrograde des cellules. Donc ça, on a eu l'occasion de le voir l'an dernier, mais important de voir ces différentes stratégies de détection d'un signal chimique autour de la cellule. Alors finalement, venons-en maintenant à ce point sur la question centrale, c'est les cellules certes peuvent s'orienter par un signal chimique, mais en vertu même du fait que
l'interaction avec le substrat en 2 dimensions et en 3 dimensions, comme je viens de le rappeler, est de nature intrinsèquement mécanique, on peut formuler l'hypothèse que les cellules n'ont pas forcément besoin en fait, d'avoir recours à un signal chimique autour d'elles. Elles peuvent directement utiliser la nature mécanique du système de propulsion pour en fait lire un signal mécanique dans l'environnement et se propulser et orienter leur marche à partir de là. Donc voilà les 2 points que l'on va voir aujourd'hui. Et donc là finalement, on va voir comment les cellules décodent l'environnement mécanique et l'utilisent comme un signal de guidage, qui, dans les cas qui seront étudiés, fonctionne dans des conditions contrôlées où il n'y a plus de gradient chimique extérieur, mais on aura à cœur de savoir que in vivo, les cellules intègrent en fait ces 2 inputs de l'environnement. Alors, les variables environnementales du système sont de nature intrinsèquement mécanique ou physique, on va dire, mais on peut les décomposer en 2 grandes entités, des notions on va dire, purement mécaniques, comme la rigidité du substrat. Sur un substrat rigide, les mécanismes d'interaction avec le substrat peuvent donner naissance à des forces de propulsion importantes, s'il y a brisure de symétrie, et inversement sur un substrat mou qui va réduire la motilité. Il y a également en fait, les phénomènes de couplage mécanochimique entre le système propulsif du réseau d'actine et les forces d'adhésion avec la matrice extracellulaire. Donc ces mécanismes d'adhésion peuvent être spécifiques et importants, on y reviendra, et également des forces d'interaction qui sont beaucoup plus labiles, beaucoup plus faibles, et qui sont plus liées en fait, aux interactions de nature de friction avec l'environnement. Mais il y a également un autre paramètre physique de l'environnement qu'on peut appeler en fait, sa géométrie. Pour commencer, les dimensions de l'environnement, étant donné que, par exemple, en 2 dimensions, mais même en 3 dimensions, les cellules peuvent interagir avec un substrat sous forme de matrice extracellulaire, celui-ci peut être en 1 dimension, par exemple une fibre de collagène, mais également en un plan, ou alors même une structure en 3 dimensions dans laquelle la cellule va se déplacer. Alors imaginons aussi tous les intermédiaires, savoir que in vivo, en réalité, les cellules naviguent dans un environnement fait de fibres dont l'orientation varie. Donc en fait, la dimensionnalité qu'une cellule explore in vivo est beaucoup plus complexe que les formes idéalisées que l'on caractérise quand je vais parler de 2 dimensions ou 3 dimensions. Voilà une chose importante à avoir à l'esprit. Et puis également, ce qu'on peut caractériser sous le vocable de topologie de l'environnement, ou la topographie plus exactement, à savoir le fait que l'environnement peut avoir des structures beaucoup plus complexes qui peuvent jouer un rôle important, son caractère discontinu, discret, qui peut définir à la fois des structures qui vont empêcher la progression de la cellule, jouer un peu comme des conditions de frontière qui limitent sa progression, donc qui vont jouer un rôle important. Donc toute la géométrie en fait joue un rôle important, donc ce sont ces 2 paramètres qui jouent un rôle important comme variable physique contrôlant la migration cellulaire. Alors en termes de guidage mécanique, il y a un certain nombre de signaux qui ont été, ou de signaux mécaniques qui ont été, dont il a été fait l'hypothèse qu'elles pouvaient jouer un rôle important. Le premier, j'en parlerai tout à l'heure, c'est la durotaxie, c'est-à-dire le fait que la matrice extracellulaire dans les systèmes in vitro, certes, souvent est utilisée dans des conditions homogènes, isotropes, alors qu'en fait, in vivo, elle peut connaître une hétérogénéité, mais une distribution en gradient, que la cellule peut détecter pour en fait, décoder justement la topographie mécanique de l'environnement, c'est-à-dire ici un gradient de dureté, de rigidité. Une forme dérivée qui s'appelle l'aptotaxis, dans laquelle en fait, il peut y avoir un gradient de matrice extracellulaire, lequel, d'une façon qui dépend de la concentration locale en fait, de ligands pour les systèmes intégrés, notamment de fibres de collagène ou de fibronectine, qui également définissent un gradient extracellulaire, un gradient d'adhésion qui va jouer un rôle sur la motilité cellulaire. La topographie, qui joue aussi un rôle important, beaucoup moins bien étudiée, parce qu'à vrai dire, moins bien caractérisée. La topographie de la matrice extracellulaire, pour nous avoir commencé à travailler pas mal sur cet élément, on voit bien en fait que c'est un domaine extrêmement complexe, extrêmement vaste. On connaît beaucoup des régulateurs de la matrice, mais beaucoup moins, à mon avis, sa topographie réelle, comment elle est variée, comment elle est associée en fait, à des paramètres mécaniques différents. Souvent, des expériences qui modifient la densité ou les paramètres de la matrice, il n'est pas clair quelle variable physique joue vraiment un rôle important derrière.
Est-ce que c'est la variable soi-disant testée ou d'autres qui sont cachées derrière? Donc je le présente surtout comme un domaine à explorer que comme un domaine bien connu. Voilà. Et finalement, donc à la fois pour explorer en 2 dimensions, en 3 dimensions, les 2 guidages mécaniques dont j'aimerais parler, c'est en 2 dimensions la durotaxie et en 3 dimensions la barotaxie. On verra que la durotaxie joue en particulier un rôle très important dans le guidage collectif des cellules. Alors aujourd'hui, d'abord pour commencer, je vais vous parler de barotaxie, savoir, comme je vais l'introduire tout à l'heure, bientôt, le fait que l'environnement, le fluide que la cellule explore, peut jouer un rôle important pour biaiser une marche ou une motilité de la cellule. Alors, on va successivement aborder le principe de la barotaxie, les données expérimentales qui semblent corroborer son existence, un modèle mécanique qui peut rendre compte de ce processus, avec quelques ordres de grandeur à la clé, les mécanismes cellulaires ou moléculaires potentiellement impliqués, une régulation de ce processus in vivo et l'impact que peut ça avoir en termes de navigation et de physiologie d'un système. Voilà, donc c'est un système sur lequel j'aimerais explorer. À vrai dire, il n'y a pas énormément d'études, et donc je me suis appuyé sur quelques études qui ont été faites, en partie par l'équipe de Anna Maria Lennon-Duménil à l'Institut Curie. Et on va voir ici son importance. Alors déjà, pour mettre les choses dans l'environnement physiologique de ces cellules, on va parler ici, on aura à l'esprit en fait surtout des cellules du système immunitaire, et en particulier des cellules dites cellules dendritiques, qui peuvent exister dans 2 locus différents physiologiques. La partie périphérique, pensez à la peau par exemple, dans lesquelles les cellules dites immatures ont des conformations assez complexes qui leur permettent de patrouiller de façon, semble-t-il, aléatoire l'environnement pour détecter des bactéries ou d'autres substances potentiellement nocives pour l'organisme. Puis après, en fait, un état où elles vont avoir une motilité dirigée à travers les vaisseaux lymphatiques et rejoindre les lymph nodes, les nœuds lymphatiques dans lesquels elles vont rencontrer les cellules lymphocytes T pour relayer l'information, on va dire, qu'elles ont détectée. Et donc on a 2 types de dynamiques, on y reviendra à la fin de ce cours. Ça va avoir une dynamique de patrol, c'est-à-dire vraiment d'exploration aléatoire dans un environnement, et en fait une dynamique dirigée. Alors effectivement, ces cellules, on navigue au moins dans 2 environnements topographiques confinés et complexes. Le premier, c'est se frayer un chemin entre des cellules qui forment tout sous le tissu interstitiel de la peau, d'autres cellules, comme on peut le voir ici, qui peut les amener à se déformer assez profondément, ou alors la matrice extracellulaire qui forme un enchevêtrement complexe de collagène ou d'autres matériaux de la matrice extracellulaire et qui va obliger la cellule également à se frayer un chemin. Alors ici, on voit bien donc 2 représentations schématiques. Regardez ici à droite un film qui montre en rouge, mais aussi en vert, en fait 2 populations marquées différemment des mêmes cellules dendritiques qui en fait ont un mouvement de patrouille peu ordonné, bien qu'en fait ici on soit dans le lymph node, donc dans cette tissu-là, où en fait certaines cellules, normalement, j'essaie de suivre les cellules qui auraient un mouvement un peu plus dirigé. En fait, on est ici dans cette structure dans laquelle les cellules ont déjà détecté un signal, a priori, et elles sont peut-être en la recherche de d'autres lymphocytes. En tout cas, ici, on a l'environnement natif de ces cellules, qui est un environnement complexe. On n'en voit pas tout, notamment la matrice n'est pas marquée, mais disons que quand on va voir plus tard des expériences in vitro très contrôlées, ayez à l'esprit en fait, que ces cellules en fait, naviguent un environnement très complexe, tridimensionnel, fait de matrices et d'autres cellules, entre lesquelles les cellules doivent se frayer un passage. Alors justement, pour étudier ces systèmes de façon plus quantitative, les chercheurs ont recours à des systèmes in vitro dans lesquels des petits labyrinthes contrôlés, dans la géométrie contrôlée, permet en fait de faire naviguer des cellules dans un arbre. On voit ici un exemple dont j'avais parlé l'an dernier de confinement dans les structures maintenant, dans la topographie. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je montrais simplement comme un exemple de motilité dans lequel les cellules sont capables d'avancer dans un canal. Ce n'est pas un canal lymphatique, mais imaginez qu'un canal lymphatique où le tissu interstitiel peut ressembler grosso modo à un environnement complexe, certes moins ordonné que celui-ci, mais dont la topographie peut varier, et qui est confiné et qui oblige les cellules à se frayer un passage par une motilité sous confinement, dépendante de la friction, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Alors justement, en revenant au modèle qu'avait développé Guillaume Salbreux avec Eva Palour il y a maintenant un certain nombre d'années, en 2015, cet article dont j'avais parlé en détail, et aussi d'ailleurs Jean-François l'avait mentionné, en fait, cet article en fait, met en évidence les éléments essentiels pour comprendre la barotaxie.
on a une force de friction propulsive en rouge qui vient en fait de l'écoulement du cortex vers la partie postérieure. On a un gradient de contractilité, donc on a une brisure de symétrie de la cellule qui va accumuler l'actomyosine dans la partie postérieure. On reverra les données tout à l'heure. Et ce gradient de contractilité de la cellule qui vient de sa brisure de symétrie engendre un écoulement rétrograde de l'actomyosine. Et cet écoulement rétrograde de l'actomyosine peut, dans certaines conditions, les conditions de friction avec l'environnement, générer en fait une force de friction propulsive, donc dirigée vers l'avant, et le coefficient de friction alpha étant montré ici. Mais en fait, ce qui va opposer le mouvement potentiellement, c'est la force de poussée en fait, du fluide, F drag, qui dépend du volume de la cellule, donc dans cet environnement, et puis donc de ce coefficient de résistance du fluide, alpha d. Et on voit bien que... donc voilà les deux forces en jeu dans le système, finalement. Et l'an dernier, je n'avais absolument pas parlé de conditions, enfin, j'avais mentionné l'importance de cette force, mais on n'avait pas étudié plus en détail l'impact que cela pouvait avoir en termes de guidage. J'avais néanmoins montré cette figure qui illustre que si l'on regarde finalement la vitesse normalisée de la cellule et la friction normalisée, c'est-à-dire le coefficient de friction normalisé sur alpha d, qui est le coefficient de résistance du fluide, alpha d, on voit bien qu'il y a d'abord un régime évident où si alpha, la friction est inférieure à la coefficient de friction de poussée du fluide, à ce moment-là, on ne va pas avoir de motilité, parce que la cellule ne peut pas déplacer la colonne de fluide en avant d'elle. En revanche, lorsque alpha commence à de l'ordre de grandeur de alpha d plus important, à ce moment-là, la vitesse commence à augmenter jusqu'à une valeur maximale, puis un plateau. Et donc, on voit bien ici illustrer le fait que les valeurs relatives de ces deux coefficients déterminent les conditions de la motilité. Et donc, on peut imaginer qu'il y a des conditions dans lesquelles, si la friction est insuffisante, alors dans l'étude de Eva Palour et Guillaume Salbreux, ils avaient varié en fait, par la BSA les forces de friction, ils avaient même quantifié, et donc ils avaient déterminé effectivement l'importance expérimentale de ce coefficient de friction, mais ils n'avaient pas varié le paramètre de l'environnement, c'est-à-dire alpha d, c'est-à-dire le coefficient de résistance du fluide. Et donc c'est un peu ça qu'il va falloir explorer, car la cellule, dans les environnements naturels, peut explorer des résistances de l'environnement plus ou moins importantes à friction égale. Alors justement, le dispositif expérimental, en tout cas théorique considéré, est celui dans lequel maintenant on va jouer sur alpha d. Donc voilà, pour bien comprendre ce que l'on va avoir maintenant dans le modèle physique, ce qui va être modifié d'une façon ou d'une autre, ça va être en fait la résistance du fluide. Alors, ici, le cas que l'on veut considérer, c'est la résistance hydraulique du fluide dans une cellule qui navigue, alors dans le dispositif expérimental, dans un canal qui a une certaine longueur, donc un certain volume de fluide. Alors, d'un point de vue général, la résistance hydraulique d'un fluide peut se calculer dans quelque chose qui ressemble un peu à la loi d'Ohm mais appliquée à un fluide, c'est-à-dire en fait, résistance hydraulique, ça va être dépendant de la différence de pression aux deux extrémités de la colonne de fluide, et puis le débit, Q. Donc, ce qui a les dimensions de pascal seconde par mètre cube, ce qui, en gros, pour moi, ressemble, enfin pas que pour moi, je pense une peu de viscosité par unité de volume, on peut le voir comme ça, et d'ailleurs on peut réécrire cela en voyant la géométrie du système, dans lequel on va avoir donc, la viscosité du fluide, l'eau ou le milieu de culture, et puis les paramètres géométriques de ce canal, notamment sa longueur, également sa hauteur et sa largeur, parce que sa géométrie peut être contrôlée dans le dispositif expérimental. Donc ici, on peut voir un cas, qui sera toujours un cas contrôle dans les expériences, dans lesquelles une cellule arrive par une partie en bas, elle arrive à une bifurcation, et en fait, il sera présenté à elle deux canaux qu'elle ne voit pas, mais qu'elle peut sentir mécaniquement. Nous le voyons, mais elle ne le voit pas. Elle arrive ici. On va revenir dans le détail sur ce qui se passe à cette cellule, qui a un choix à faire. Si les deux canaux ont la même géométrie, la résistance hydraulique est la même, donc la cellule, en théorie, soit ne fait rien, soit on verra qu'elle fait quelque chose, et c'est intéressant. Mais on peut également maintenant modifier donc, la résistance hydraulique en allongeant simplement le canal à largeur et épaisseur égales, et d'une façon qu'on peut totalement contrôler ou même diminuer la colonne de fluide dans cette partie ici. Donc la résistance hydraulique peut être plus grande, plus faible ou même infinie, parce qu'ici on aura une impasse où la cellule en fait devra déplacer une colonne de fluide qu'elle ne peut pas déplacer parce qu'il y a une résistance. Vous savez que donc, les fluides sont incompressibles et donc il n'y a pas vraiment de possibilité à la cellule, en théorie, de pouvoir aller vers la droite, mais on le verra dans la mesure où, effectivement,
c'est sous-entendu dans ce que je dis, il n'y a pas de fuite du fluide, ni à travers la cellule, ni aux interstices entre la cellule et la paroi. Et on reverra sur ce point un peu plus loin. Alors, quelques ordres de grandeur, toujours importants avant de rentrer dans les expériences, en tout cas si on est un physicien, mais même si on est un biologiste, avoir quelques ordres de grandeur pour voir si tout ça a un sens. Vous vous rappelez que je vous ai dit que les forces en jeu dans la motilité en 3 dimensions pour une cellule, c'est de l'ordre du pascal ou moins que le pascal. C'est ce qui a été mesuré par les forces de traction directement sur des substrats, notamment dans l'article dont j'ai parlé tout à l'heure de Bergert avec Eva Valour et Guillaume Salbreux. Alors, les forces exercées par les fluides sur une cellule, par un raisonnement dimensionnel, enfin moi c'est comme ça que je le retrouve, je ne sais pas comment les font les physiciens, mais on peut retrouver une formule vraiment par un raisonnement purement dimensionnel. On va avoir V, la vitesse, R, la résistance hydraulique, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis A, qui est l'air en fait, d'interaction avec le fluide. Alors, les ordres de grandeur. On a donc ici une viscosité pour un milieu de culture de l'ordre du millipascal seconde, la vitesse qui est de l'ordre de quelques microns par minute. Ici, on a les paramètres géométriques dans le dispositif expérimental. On arrive donc à des forces de l'ordre de quelques piconewtons. Alors, quelques piconewtons, 10-12 newtons, ce n'est pas grand-chose, effectivement. Si on le rapporte en fait à une cellule sur une surface d'un micron carré, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du pascal ou moins, donc finalement, la résistance hydraulique, en tout cas les forces qu'offre la résistance hydraulique, vont être quelque chose qui va être de l'ordre de grandeur des forces mesurées expérimentalement du mouvement, en fait, lié au mouvement d'une cellule dans un environnement confiné. Alors, justement, si je me réfère encore à ce travail de Bergert et collègues dont j'ai parlé, dans les données supplémentaires, où on trouve toujours les détails très importants, notamment d'un point de vue quantitatif, on voit dans les différents cas de friction appliqués au système des forces qui sont de l'ordre de quelques piconewtons ou moins. Et donc, on est dans l'ordre de grandeur, effectivement, de ce que je vous avais dit. Donc, si vous voulez, pour résumer la situation, on va dire que la résistance hydraulique que pourrait exercer l'environnement sur une cellule est au moins de l'ordre de grandeur des forces mises en jeu pour le mouvement de ces cellules. Alors, à vue de nez, on aurait tendance à dire, bon, est-ce que ça peut vraiment jouer un rôle important ou est-ce que ce n'est pas trop faible? Alors, on va revenir sur cela. Moi, ça m'aurait presque un peu découragé d'étudier ce genre de phénomène, parce que c'est peut-être un peu trop faible. Mais on va voir que les données expérimentales montrent de façon très très claire que ça joue un rôle. Et on va petit à petit passer d'une vision où ça pourrait jouer un rôle déterministe, ou à une situation dans laquelle ça va plutôt biaiser en fait une capacité que la cellule d'intrinsèquement organiser, de briser sa symétrie et de se déplacer, et qui offre une différence. Je vois que Pierre Sens veut poser une question. Ça, c'est le monopole, c'est-à-dire qu'en fait, par définition, cette force est égale à celle du dessus. Oui, par force balance. Ça peut être rien d'autre. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Donc finalement, c'est dans l'ordre de grandeur. Ça peut jouer un rôle, mais c'est quand même... oui. Mais après, il y a peut-être d'autres éléments qui ne sont pas pris en compte dans ce modèle, qui vont être peut-être des écoulements un peu plus complexes dans l'interaction. Donc il y a toujours équilibre des forces, on est bien d'accord. La question est-ce que les forces décrites sont suffisantes pour rendre compte du système? Là, on a finalement simplifié, on dit là, il y a un monopole lié à l'attraction, enfin aux éléments mécaniques du système, et on a la résistance hydraulique. Mais on passe sous silence d'autres éléments mécaniques qui peuvent potentiellement être importants. Voilà ce que j'aurais tendance à dire. Okay, mais en tout cas, l'avantage de ce modèle, c'est qu'il définit très clairement les variables du système. On a des ordres de grandeur, et donc en théorie, ça peut jouer un rôle. Mais on n'est pas... voilà. Alors, les données expérimentales, ici, comme on va le voir... Alors, je me réfère en fait à l'article fondateur en 2013, donc c'est il n'y a même pas 10 ans, qui en fait a commencé à proposer l'idée de la barotaxie, d'une façon... Enfin, on verra, oui, de la barotaxie. La première chose, c'est que quand on met des cellules en confinement, on peut voir que leur déplacement, donc ici vers le haut, en allant vers la droite, on a ici le temps. Cette cellule ici, qu'on ne voit pas, mais elle est finalement marquée par l'absence de marqueurs du fluide, où on a ici des petites billes fluorescentes rouges. Et comme on peut le voir, lorsque la cellule se déplace vers le haut, elle déplace le fluide. C'est assez logique, mais ça va permettre de vérifier qu'il n'y a pas de fuite notoire, notable du fluide sur les parties latérales. Donc, où on aurait pu imaginer, par exemple, que la cellule en fait, fait passer le fluide à travers elle,
et elle accumulerait à ce moment-là les billes et les pousserait au fur et à mesure de sa marche. Ce n'est pas ce qui se passe. La colonne de fluide se déplace avec les billes en même temps que la cellule avance. Il y a bien une corrélation très forte entre ces deux vitesses. Alors, dans le dispositif expérimental qui permet de mettre en évidence la barotaxie, je vous montre ici donc les petits canaux. On a une cellule qui arrive par en bas, vous la voyez ici en bleu. Elle arrive en fait à cette bifurcation. Lui ont offert deux possibilités, aller vers la gauche ou aller vers la droite. Et on voit que cette cellule, qui est très plastique, adopte une configuration globalement en T, avec une petite protrusion vers la gauche, une petite protrusion vers la droite, et la partie derrière qui reste en bas du T. Et on va voir progressivement que la cellule, même dans les conditions symétriques d'environnement, va briser sa symétrie et décider d'aller vers la gauche. En gros, elle ne va pas rester passive à l'intersection, elle va choisir une direction particulière. Alors, ce détail, qui est vu dans ce premier papier, est un peu passé sous silence. Il révèle quand même une capacité qu'ont les cellules à faire un choix, et non pas simplement d'attendre une variable dans l'environnement pour le faire. Maintenant, on peut voir... Voilà, donc on voit ici les statistiques. Donc en vert, on va à droite, et en rouge, on va à gauche. Et donc, on voit ici que, bon, globalement, je ne me souviens plus du nombre de cellules, mais dans le cas symétrique, alors ici, moins FMLP ou plus, ça veut dire que les auteurs mettent ou non un gradient chimique derrière. Okay, alors, le gradient chimique est le même à gauche et à droite. En présence ou en l'absence d'un gradient chimique, le SIEM répond de la même façon, c'est-à-dire que dans le cas d'un choix symétrique, ici et là, globalement, on a un choix statistique 50-50. D'accord ? Et si jamais on commence maintenant à allonger le parcours, la colonne d'eau vers la gauche, donc on augmente proportionnellement la résistance hydraulique, parce que la résistance hydraulique est directement liée linéairement à la longueur du canal, à ce moment-là, on a un biais statistique, c'est-à-dire que les cellules vont plutôt aller vers la droite, c'est-à-dire la voie de résistance hydraulique plus faible. Alors on n'est pas dans un choix, là on a un facteur 4 de différence qui n'est pas négligeable, donc on passe de 0,5 pascal à, on va dire, plus, voilà, 4 fois plus, eh bien on voit bien que la cellule va quand même faire un biais statistique, mais pas à 100%. Et on reviendra sur ces éléments juste après. C'est-à-dire... Donc Françoise Brochard se pose la question de savoir si la viscosité du milieu pourrait jouer un rôle important. Oui. Oui. Alors dans la résistance hydraulique, on voyait apparaître la viscosité, donc c'est pour ça que l'on pose la question de est-ce que les auteurs ont étudié de l'huile. Il faudrait de l'huile quand même qui laisse passer l'oxygène, donc certaines huiles. En tout cas, on pourrait modifier la viscosité par d'autres moyens que l'huile. En théorie, ça devrait jouer un rôle. Je n'ai pas vu d'expérience publiée. Ah, la cellule par une goutte. Pardon, la cellule par une goutte. On pourrait en parler après. Disons qu'il faudrait que la goutte soit quand même autopropulsive pour qu'elle puisse faire quelque chose d'intéressant. Comme on va le voir après, alors je sais, Françoise, j'ai parlé la dernière fois de ces liquides autopropulsifs qui brisent leur symétrie par mouillage polarisé. Il faudrait quand même faire quelque chose pour lui rendre son caractère spontanément actif. Et on va voir que ça joue un rôle très important, en fait, ce caractère spontanément actif. Voilà. Alors, la résistance hydraulique est importante parce que l'on voit ici maintenant une variation d'un facteur 4 à un facteur 32 et même infini avec une impasse ici. Donc on va avoir à la droite le choix symétrique, 4 fois plus long, 8 fois plus long, 32 fois plus long, enfin je ne vois plus, 32 fois plus long, et puis finalement l'impasse. Le point important, c'est qu'effectivement, en regardant la statistique de l'évolution, finalement un facteur 4 fait déjà un grand facteur de biais statistique qui n'augmente que très peu à mesure que l'on double, ou même on multiplie encore par 8, la différence de résistance hydraulique. Et finalement, même dans le cas où elle est infinie, où on va dire que c'est à 90%, mais plus 95% dans la direction prédite par le modèle, il y a quand même quelques cellules qui s'aventurent dans une impasse. Voilà. Mais il est possible qu'en fait, dans ces cas-là, on reviendra, les cellules ont une capacité en fait, à modifier ou s'adapter pour modifier leur perméabilité au fluide, auquel cas le système peut en fait s'aventurer dans une impasse parce que sa résistance hydraulique effective va être plus faible vu qu'elle est perméable au fluide, ou en partie. Alors regardons ce qui se passe au niveau de la cellule. Cette cellule qui s'aventure, elle adopte une forme en T et elle brise sa symétrie aux deux bras à gauche et à droite. On voit ici un marqueur de PI3 kinase, qui est un marqueur de l'activation in fine de RAC et donc de la nucléation d'actine qui joue un rôle important. Et on voit que la cellule s'aventure à gauche et à droite, brise sa symétrie à gauche et à droite, jusqu'au moment où un des deux pseudopodes va perdre le jeu
se rétracter, et la cellule va de façon déterministe, maintenant semble-t-il, une fois qu'elle aura non plus une structure bipolaire, mais unipolaire, elle va partir dans un des deux canaux. Et ce, de façon aléatoire, on l'a vu que dans le cas symétrique, c'est à gauche ou à droite sans qu'on puisse prédire. Alors, le point qui est important, c'est que, regardez par exemple cette figure ici. On voit ici l'extension, le déplacement en rouge du bras vers la gauche, et alors on est dans le cas ici d'une exploration dans un milieu qui est avec un bras qui a une colonne d'eau plus importante à gauche, donc avec une résistance plus importante, et à droite, moins importante. Je crois ici que c'est d'un facteur 4. Mais le point qui est important, c'est que, in fine, le centre de masse de la cellule va bien aller à droite dès lors que le bras de gauche va se rétracter. Ici, on a le moment, dans le temps, où le bras de gauche se rétracte, ce qui correspond à ce temps-là. D'accord ? On voit bien ici que le centre de masse se passe vers la droite, et les deux bras gauche et droite vont vers la droite. Mais avant, on a bien l'extension de deux bras. Alors les auteurs disent, et moi je ne comprends pas comment ils peuvent le conclure, que la vitesse d'extension des deux bras gauche et droite est différente, et même qu'elle est non seulement différente, qu'elle est prédictive de l'évolution future de la cellule. En fait, les données sont relativement peu convaincantes, donc je préfère le présenter comme une hypothèse, même si présenté comme une conclusion dans l'article. Et on reviendra plus tard sur cette interprétation un tout petit peu tendancieuse, mais le point important, c'est qu'il y a quand même ici une caractérisation très claire de la phénoménologie et du fait que les cellules ont grosso modo en fait une extension que je dirais égale à gauche et à droite, alors même que l'on voit que la polarisation de la cellule est plutôt un peu biaisée vers la gauche dans ce cas particulier ou dans ce cas particulier. Donc en fait, cet exemple montre, et il y en a beaucoup, que la cellule peut globalement aller vers la droite alors qu'il va y avoir une polarisation de la cellule qui est, semble-t-il, selon un certain temps, orientée à l'inverse par rapport à ces cellules. Mais on verra qu'il y a un certain nombre de détails qui manquent dans cette étude. Donc je le présente parce que c'est l'article fondateur de l'étude de la barotaxie, mais c'est aussi l'article préliminaire, donc il est assez normal qu'il ne réponde pas à toutes les questions que l'on peut se poser. Ici, une expérience intéressante montre comment la chimiotaxie et la barotaxie peuvent rentrer en compétition et comment la cellule, en fait, processe l'information qui, dans le cas que l'on va voir, est contradictoire. Parce qu'ici, en fait, la cellule va s'aventurer à une bifurcation où elle va étendre donc un pseudopode vers la gauche, vers la droite, et on va lui présenter à gauche, au niveau de ce point blanc, le signal chimique FMLP, donc cette molécule chimiotactique, qui va être inactive si on ne fait rien, et qui peut être active si on la décage avec de la lumière bleue, ou UV, je ne sais plus. Donc en gros, on va apporter un chémoattractance dans la partie gauche de la cellule. S'il n'y a pas de barotaxie, on connaît la réponse, la cellule va s'orienter vers le signal de forte concentration. Or ici, en dépit de ce signal chimotactique présenté vers la gauche, et qui se voit par le fait qu'il y a une polarisation de la cellule montrée en bleu vers la gauche, en fait la cellule va néanmoins faire un choix d'aller vers la droite, vers la voie de faible résistance de la colonne hydraulique, la faible résistance hydraulique, ce qui montre que la cellule est capable en fait de contrecarrer un signal chimique dont on sait la potentialité, en suivant un signal barotactique. En tout cas, en suivant un signal géométrique de l'environnement qui, d'après le modèle barotactique, est supposé avoir un rôle important pour biaiser le mouvement de la cellule. Donc, le point important à ce stade, c'est que voilà, la barotaxie peut contrebalancer l'effet du chimiotactisme. Une question de Pierre Sens. La polarisation ici, c'est lié à la polymérisation d'actifs. Oui, parce que c'est le signal AKT. C'est là que c'est un peu ambigu et il va falloir revoir en fait tout le mécanisme parce que la motilité de ces cellules, en toute rigueur, et on va le voir dans l'étude suivante, elle est vraiment gouvernée par un écoulement rétrograde d'actomyosine, lequel, là, ils utilisent ce signal comme si on était dans un cas de motilité en 2D avec une nucléation d'actine, alors qu'en fait, on va y revenir après, ça serait plutôt l'arrière de la cellule. La partie qui a plus d'actine, dans une cellule en 2D, en 3D en confinement, là où il y a plus d'actine, en tout cas plus de myosine et d'actine, c'est l'arrière qui va... Donc, quelque chose de pas très clair. Donc, je ne voulais pas trop rentrer dans ces détails. Je n'ai pas envie d'accabler l'étude qui est vraiment intéressante parce qu'elle définit un peu les bases, mais il y a des choses qui, évidemment, et les questions révèlent même peut-être certaines contradictions. En tout cas, c'est un article important qui, de fait, fait référence parce qu'il établit le contexte. Alors, justement, en rentrant dans une étude plus récente qui montre... qui répond en partie aux questions que l'on peut se poser.
On va partir en fait d'une description de la mécanique de la cellule qui est conforme à ce qu'on a vu plus en détail l'an dernier. Jean-François Geny avait détaillé ça encore plus du point de vue de la physique, mais qui définit en fait un réseau d'actomyosine qui a des contractilités spontanées de son système avec une amplitude du stress contractile qui dépend en fait des caractères auto-organisés de ce réseau d'actomyosine. On a une perméabilité cellulaire au fluide extérieur, donc c'est la variable importante que l'on va considérer, alors que le fluide passe à travers la cellule par des aquaporines, par des entrées liées à la macropinocytose, c'est-à-dire la capacité de prendre du fluide, de le rentrer dans la cellule et de le relâcher à l'arrière de la cellule, ou alors même d'une fuite en fait, du fluide entre la paroi et la cellule elle-même. Ces systèmes sont excitables au-delà d'un seuil particulier pour plein de raisons liées aussi au caractère advectif du réseau d'actomyosine. En fait, ce système peut s'amplifier ou lors de sa capacité de répondre en fait, aux contraintes mécaniques à l'intérieur du réseau, ces systèmes sont excitables et donc à partir d'un état de contractilité faible peut rapidement s'auto-organiser de façon unipolaire, produisant un flux ou un flux qui peut être unidirectionnel, centripète, etc. Donc ces fluctuations donnent naissance à un état polarisé macroscopique de la cellule. Et dans ce contexte, on va étudier maintenant ces cellules qui doivent faire un choix à une bifurcation. Alors déjà, avec ce modèle, on reproduit la phénoménologie typique d'une cellule dans laquelle on a, alors regardez ici dans le modèle, donc une polarisation du réseau d'actomyosine, densité d'actine et myosine, ici les données expérimentales de ces cellules moyennées où on voit en fait effectivement une concentration de la myosine à l'arrière de la cellule et de l'actine. Et on a ici, donc il s'agit de cellules immatures, des cellules dendritiques immatures, et ici on a la dynamique maintenant du flux d'actomyosine vers la partie postérieure de la cellule, et on voit ici les données dans le cas de données expérimentales. Donc là, on est dans un cas de bifurcation dans lequel la cellule va rentrer et va faire un choix entre une partie à gauche de faible résistance hydraulique ou à droite avec une plus grande résistance hydraulique. Et on va regarder en fait une forme normalisée de la résistance hydraulique qui va être en gros R plus delta R divisé par R. Et ce que l'on peut voir, donc, conformément à ce qui a été montré dans les expériences de l'article précédent, c'est qu'il y a bien une sensibilité, enfin une dépendance aux paramètres de résistance hydraulique relatif, en regardant donc, le biais de polarisation et de déplacement de la cellule. On voit aussi le fait qu'une faible différence génère en fait une grande partie du biais et qu'après on arrive à une saturation, qui est dans le cas même d'une impasse totale d'un des voies. On n'est pas dans une situation où on a 100% de déplacement dans une direction donnée, mais néanmoins un biais statistique fort. Alors le point qui est important ici, c'est que si l'on regarde en détail, et dans les données expérimentales en bas, et dans les données simulées sur les bases du modèle que je vous ai qualitativement rappelé, on peut retrouver en fait, d'abord le modèle récapitule la phénoménologie, mais la phénoménologie est la suivante. C'est que si l'on regarde dans le cas d'une bifurcation à un embranchement symétrique, où les bras gauche et droit sont similaires du point de vue de leur géométrie et donc de la résistance hydraulique, on voit que le bras gauche et le bras droit, ou l'inverse, enfin, peu importe, les deux bras en fait, ont d'abord une dynamique de croissance qui est égale. On voit la superposition de ces deux courbes, jusqu'au moment où l'un, celui qui va perdre, va réduire sa croissance, arriver à un maximum, puis se rétracter. Donc en fait, au début, les deux bras gauche, alors c'est encore plus clair dans les données simulées, on va dire, sans doute parce qu'il y a moins de bruit et le modèle est simplifié par nature, on voit en fait vraiment une équivalence dans le cas d'une bifurcation symétrique ou asymétrique entre les deux bras. Mais il y a bien un moment où il y a une différence entre l'un des deux, il y en a un qui ralentit, puis après qui va se rétracter, et on a donc une translocation macroscopique de la cellule vers le côté où la cellule a brisé sa symétrie. Mais si le biais statistique n'est pas détecté en fait, à un stade où les deux protrusions, les pseudopodes s'aventurent dans la partie gauche et droite, c'est qu'a priori la résistance hydraulique est déjà en fait, théoriquement mesurable par les cellules, ne joue pas un rôle déterministe immédiat dans l'orientation de la cellule. Et même dans un cas de brisure de symétrie, alors que l'environnement est symétrique, ce que l'on a vu, ça veut bien dire que le système est capable de faire un choix spontanément sans que les variables de l'environnement ne jouent un rôle. Donc on est plutôt dans un cas où, au lieu d'avoir par défaut, la cellule attend un signal
de nature barotactique. La cellule en fait est capable spontanément de briser sa symétrie, ce qui peut se comprendre en raison du caractère excitable du réseau d'actomyosine qui peut briser sa symétrie spontanément. Et c'est avec cette symétrie, briseur de symétrie spontanée, que l'on a vu abondamment l'an dernier, qui en fait pourrait être biaisée maintenant statistiquement par des variables de l'environnement et en particulier le paramètre de résistance hydraulique. Donc voilà ce qui colle beaucoup mieux, un, à la phénoménologie des données expérimentales, et deuxièmement, même à ce qu'on connaît et ce qu'on comprend du système en fait, d'un réseau d'actomyosine qui est intrinsèquement polarisable parce que excitable. Alors, on peut voir ici d'ailleurs les données simulées et expérimentales qui montrent que, regardons, moi je suis expérimentaliste, je préfère quand même regarder les données expérimentales, mais le modèle récapitule en fait cette phénoménologie, donc il est a priori plutôt correct. On voit ici qu'une cellule qui s'aventure a deux pseudopodes, et on voit bien qu'il y en a un à un moment, celui qui est en train de se rétracter, qui a globalement plus d'actine, et ici plus de myosine, que l'autre pseudopode qui lui continue son chemin. Donc là, on est dans un cas où la cellule est en train de passer d'un état, on va dire, bipolaire équivalent entre gauche et droite, à un état où en fait les deux bras, l'un a fait un choix, et donc il y a une structure globalement en train de s'unipolariser, et la cellule va donc se déplacer conformément au modèle où le flux d'actomyosine va être dirigé vers la partie en bas, et vers les deux, la partie qui est en bas complètement, et la partie à droite qui est en train de se rétracter. D'accord ? Donc cette repolarisation de la cellule se fait en fait spontanément, elle se produit même dans une structure où les deux bras sont symétriquement équivalents du point de vue de la résistance hydraulique. Voilà. Et on voit ici les données quantifiées, dans les cas des cellules simulées ou des cellules réelles, où on voit que dans le cas notamment du cas symétrique, il y a une polarisation de l'actine, d'accord ? Donc le rapport, alors ce n'est pas une polarisation extrêmement importante, c'est on est à 15%, mais qui est encore plus important lorsque l'on a en fait une structure asymétrique. Donc voilà, donc, le modèle qui convient mieux pour expliquer ces données, c'est qu'en fait une différence des forces de résistance hydraulique du fluide va biaiser en fait le caractère spontanément excitable d'un système et amplifier les fluctuations du système. Alors, de fait, la polarisation de la cellule, d'accord, va de pair ou corrèle avec le biais statistique à la bifurcation. On voit ici un index de polarité pour trois variables expérimentales, la contractilité, c'est-à-dire myosine 2, ou des paramètres de polymérisation ou dépolymérisation d'actine en bleu et en vert, l'index de polarité étant en fait le ratio entre ce qu'on voit à un pôle versus l'autre divisé par la somme, la différence entre les deux divisée par la somme, et donc on voit bien cette belle corrélation entre ces différents paramètres. Donc clairement, lorsque la polarité est plus importante, on a un biais statistique qui est plus important en termes de choix de cellules dendritiques immatures. Et de façon concordante avec cette observation, lorsque l'on mute myosine 2 dans les cellules dendritiques, on voit à la fois l'index de polarité réduit et surtout en fait, un impact sur le choix statistique, le biais statistique du choix des cellules à une bifurcation lorsqu'on les présente face à une résistance hydraulique différente. Alors, comment les cellules détectent la résistance hydraulique ? Alors, j'ai présenté un article, c'est encore relativement peu connu, qui donne une possibilité de quels pourraient être les signaux détectés par la cellule. On est ici dans un cas de cellules qui sont soumises d'abord à une pression hydrostatique de quelques pascals, donc quelque chose qui est globalement de l'ordre de grandeur de ce qu'on a vu important dans les expériences. Et ce que l'on observe, c'est au moment où on applique cette pression, une petite augmentation de la signalisation de calcium, de la concentration de calcium dans la cellule, par rapport à une situation où en fait, on inhibe le calcium avec le GTA. Et en utilisant toute une série d'inhibiteurs dont je vous passe les détails, ce qui semble être requis pour ce plus de calcium, c'est en fait un récepteur trip channel, qui sont des récepteurs qui sont sensibles à la tension de la membrane, dont j'ai eu l'occasion de parler à différents moments dans les cours précédents. Et TRPM7 en particulier, qui est ici muté par RNAi, empêche en fait cette signalisation de calcium. Donc finalement, un récepteur dans la tension de la membrane en fait, pourrait induire un flux de calcium. Alors c'est assez logique, on sait que quand une cellule est soumise à une pression, à une contrainte extérieure liée à la pression hydraulique, en fait, la tension dans la membrane qui résulte peut activer des récepteurs qui sont spécifiquement sensibles à la tension de la membrane. Alors vous avez sans doute à l'esprit piezo. En fait, piezo ne joue pas de rôle ici, l'inhibiteur n'a aucun impact, l'inhibiteur de piezo 1 et 2, donc vous voyez ici, mais par contre, ce récepteur joue un rôle spécifique important. Cela induit... Comment ?
Comment est-ce qu'ils créent? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'ils ont, dans leur chambre de culture, on peut toujours réguler la pression, ils doivent l'augmenter. Soit c'est ça, soit c'est par un piston, mais honnêtement, je ne sais pas ce détail, il faudrait regarder dans l'article, qui est assez récent. Hein, voilà. Alors, il y a une augmentation conjointe au calcium de la concentration de myosine 2. Vous savez, hein, c'est bien connu, le calcium peut être un signal qui induit par des relais chimiques l'activation de la myosine 2. Et de fait, lorsque l'on inhibe, donc ça c'est un inhibiteur chimique du trip channel, on perd en fait l'activation de la myosine 2. Donc on est dans un cas où le flux de calcium, concentration de calcium dépendante d'un trip channel, induit une concentration de myosine 2. Cette concentration de myosine 2, c'est typiquement ce qui peut biaiser ce qui peut biaiser la tendance qu'a une cellule à briser sa symétrie. Si tout d'un coup un signal extérieur va augmenter localement un peu la myosine 2, la cellule peut directement se repolariser, en tout cas elle va biaiser sa tendance naturelle à se repolariser. Donc maintenant les auteurs étudient, alors un cas un peu plus complexe, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi une trifurcation, mais en fait une bifurcation suffirait. On voit ici une cellule qui arrive à un choix entre une colonne hydraulique de résistance qui, plus faible ou plus importante vers la droite, et on regarde en fait l'extension de 3 branches dans ces 3 directions. Le point important, c'est que donc, la résistance hydraulique est plus faible ou plus forte en fonction des paramètres géométriques. Le point qui est plus frappant, c'est que c'est surtout lorsque la résistance hydraulique est plus faible, dans différentes lignées de cellules, on a un biais statistique d'extension de pseudopodes dans cette direction-là. Curieusement, on le voit moins lorsque ici la résistance hydraulique est plus importante, alors que les autres études montraient un effet, ça dépend peut-être des types cellulaires. En tout cas, lorsqu'on regarde maintenant le paramètre étudié par ce système, c'est-à-dire la concentration de calcium, bien, on peut voir qu'il y a une concentration de calcium qui est plus faible lorsque la pression hydraulique est plus faible, et légèrement plus importante lorsqu'elle est plus forte par rapport à la valeur de référence, et que cela dépend du trip channel ou de la contractilité cellulaire également. On voit ici donc l'image de signalisation de concentration de calcium par un marqueur fluorescent. On voit très bien que la concentration de calcium dans la cellule est typiquement modifiée, dépendante du trip channel. Et on peut voir du coup, donc maintenant, la réponse barotactique de la cellule à cette trifurcation, dans laquelle, si la résistance hydraulique est plus faible, on a dans les conditions de contrôle un biais statistique qui augmente pour la motilité cellulaire. Elle va dans la voie de résistance plus faible. Et que cela dépend du trip channel, parce que là on ne voit plus du tout de biais statistique quand le trip channel est muté, ou lorsque, bien sûr, on inhibe l'agent même de la motilité, c'est-à-dire myosine 2, ce qui est beaucoup plus trivial et moins intéressant. Donc finalement, une espèce de modèle phénoménologique à ce stade pourrait être le suivant. Une cellule face à 3 résistances hydrauliques différentes va dans le canal dans lequel il y a une résistance plus importante, en raison de la pression plus importante, l'augmentation locale de la membrane pourrait, par l'intermédiaire de ce trip channel, augmenter la concentration de calcium, lequel a une capacité à activer la myosine 2 et la contractilité, et ceci pourrait biaiser la tendance spontanée de la cellule à se repolariser, à se polariser, et donc offrirait un biais statistique à l'exploration de la cellule. Alors, il y a pas mal de choses quand même qui ne sont pas, à mon avis, parfaitement conclusives dans ces études. Le fait en particulier sur cette dernière étude qu'on voudrait que le calcium ait une concentration qui soit localement polarisée dans la cellule. Parce que si finalement le calcium est activé partout, comme le semble indiquer cette étude, on voit mal comment il pourrait y avoir un biais dans l'activation du cortex d'actomyosine, qui est néanmoins importante pour expliquer le biais de polarisation. Donc je pense qu'il y a peut-être un aspect de résolution spatiale et temporelle qu'il faudra lever, mais néanmoins, les études montrent que, en tout cas, ce type un mécanisme plausible d'exploration de ces cellules, enfin de réponse à la colonne, à la résistance hydraulique que les cellules rencontrent lors de leur chemin. Alors, ce qui était considéré comme, dans tous ces modèles et ces expériences, c'est l'idée qu'en fait, qu'il y a une imperméabilité totale de la cellule au fluide. En fait, il ne passe pas. D'accord ? Mais qu'on voit, même dans une colonne avec une impasse, les cellules sont capables de s'aventurer, même s'il n'y en a pas beaucoup, elles sont capables de s'aventurer. Ça veut bien dire qu'il y a une fuite, une perméabilité des cellules au fluide, ce qui n'est pas tout à fait surprenant tout de même, parce qu'on sait que de toute façon qu'il y a au minimum des aquaporines et d'autres mécanismes de perméabilité au fluide. Et c'est ce que j'aimerais finalement aborder maintenant, en considérant
Justement, ces cellules immatures dendritiques qui, dans une impasse, sont capables de s'aventurer. Alors certes, par rapport à un cas où le canal est ouvert et qui avance à une certaine vitesse tout à fait convenable, ici la motilité est beaucoup plus faible. Mais les cellules ne sont pas bloquées. Et dans ces cellules qui sont un peu des outliers, des cellules qui finalement s'aventurent alors qu'elles ne devraient pas d'après le modèle, c'est toujours important pour les plus jeunes de l'audience de s'intéresser aux exceptions au modèle, parce qu'ils peuvent révéler des choses extrêmement importantes dans un système. Et ici, si l'on regarde attentivement ces cellules, on voit que dans leur partie antérieure, il y a une activité qui est en fait ce qu'on appelle une activité macropinocytique, où en fait, on voit ici détaillé dans ce petit dessin ce qui peut se passer. On a en fait des structures de remodelage de la membrane qui peut en fait incorporer toute une partie du fluide extracellulaire et le transporter à l'intérieur. Alors soit pour des besoins nutritifs, mais dans d'autres cas pour simplement faire passer le fluide. Et donc on voit ici une corrélation entre des cellules qui devraient avoir une réponse barotactique, qui ont une réponse barotactique, mais celles qui arrivent néanmoins à s'aventurer à un endroit qui leur est interdit par la physique, par la résistance hydraulique, elles arrivent néanmoins à avancer tout doucement, et cela corrèle avec une activité macropinocytique, c'est-à-dire avec la possibilité d'une perméabilité au fluide, lequel évidemment modifie les paramètres du système. Donc, regardons cela de plus près. Alors, quand une cellule immature, dans des canaux plus grands, donc si on augmente le canal de la cellule, il y a bien un moment où en fait la cellule va être dans un canal si grand qu'elle ne va pas pouvoir bloquer par sa taille néanmoins corpulente le fluide aux parties latérales du canal. Et donc on peut voir que, alors c'est le cas où la surface de la section en fait est non plus de 20 mais de 30 microns, à ce moment-là les cellules perdent leur activité barotactique et elles ont à ce moment-là, donc 30 microns carrés versus 20 microns carrés, elles commencent à avoir une activité macropinocytique. Alors, l'étude n'explique pas pourquoi la cellule modifie son activité macropinocytique en fonction du diamètre de la cellule. Vous pourrez spéculer sur ces questions, mais je ne vais pas aborder ce point. On peut imaginer, par exemple, que la résistance au fluide peut en fait induire, par la tension de membrane, une modification de tous les mécanismes de régulation de la tension de membrane, lesquels pourraient jouer un porto dans la macropinocytose. Si vous avez une membrane qui est très tendue, une forte tension, typiquement, elle ne va pas pouvoir faire beaucoup d'endocytose. Et peut-être que là, une mesure de l'environnement peut modifier en fait un tout petit peu sa tension de membrane et par là même les activités d'endocytose. Enfin, ça, ce sont des spéculations. On peut voir en fait cette perméabilité au fluide ici. On voit en rouge comment le fluide peut en fait fuir sur les parties latérales, en plus de ces vésicules qui peuvent transporter le fluide potentiellement vers l'arrière. Alors, le point qui est important, c'est que dans ces conditions-là, on a donc un uptake du fluide qui est plus important, conformément au modèle de la macropinocytose. Et deuxièmement, si l'on regarde le cas de cellules dans une section faible, qui n'ont pas de macropinocytose, qui sont donc théoriquement imperméables au fluide, on a bien une réponse barotactique. Le biais est celui qu'on a vu précédemment. En revanche, lorsque la section est plus grande, et on a une activité macropinocytique, et donc une perméabilité plus grande, là, on perd la réponse barotactique dans les cas où on a même une impasse, c'est-à-dire le cas extrême où la cellule ne doit pas pouvoir s'aventurer, elle le fait quand même. Voilà, quelques exemples outliers. Donc, clairement, on a une corrélation inverse entre activité macropinocytique et réponse barotactique. Et c'est ce qui se voit ici dans des cellules où on voit le biais statistique maintenant de cellules dendritiques matures, qui, elles, ont de façon intéressante, donc celles qui ont rejoint le lymph node, elles n'ont pas d'activité macropinocytique et elles ont une réponse barotactique. Les cellules immatures, ce sont les cellules qui patrouillent dans le tissu extracellulaire, périphérique dans la peau, qui n'ont pas de directionnalité dans leur mouvement, on va revenir, alors que les cellules matures, elles, ont un comportement quasiment balistique où elles vont aller directement vers le chemin le plus court pour arriver vers le lymph node. Et elles ont une réponse barotactique qui corrèle avec une absence d'activité macropinocytique. Alors finalement, la variable maintenant qui nous reste à considérer pour expliquer cela d'un point de vue physique, c'est en fait la perméabilité effective des cellules au fluide, qui dépend donc du rapport entre la résistance au fluide, qui est l'inverse de la perméabilité, et la résistance hydraulique. Donc ce paramètre zeta sur R peut être très faible, et on voit ici donc vers le bas, alors que ce ratio est de plus en plus faible, ça correspond donc à une perméabilité effective qui croît et qui corrèle donc avec une activité macropinocytique plus importante. Et si on prend une valeur intermédiaire, on voit que
présenté face à un choix avec une résistance hydraulique d'un certain facteur, par exemple un facteur 4, eh bien, il y a un biais statistique qui correspond à la réponse barotactique que l'on a vue. Si maintenant on augmente la perméabilité des cellules parce qu'on augmente l'activité macropinocytique, à ce moment-là, par exemple dans un canal plus large, à ce moment-là, on n'a donc plus du tout de réponse barotactique, alors que si ce facteur est plus faible, on a pour une valeur même plus faible du ratio de résistance hydraulique, du rapport de résistance hydraulique entre les deux voies, une réponse barotactique majeure. Donc ça, c'est le modèle. Dans les données expérimentales, on peut voir que les cellules qui ont une faible, donc maintenant catégorisées selon leur activité macropinocytique, donc dans un canal de 20 microns carrés ou 30 microns carrés de section, on voit ici que les cellules, dans ce cas, et elles sont barotactiques, vont très peu explorer l'impasse, alors qu'ici, où elles ont une activité macropinocytique plus importante, ces cellules, en fait, les mêmes cellules, vont avoir une exploration plus importante parce qu'effectivement, elles vont aller beaucoup plus dans l'impasse. Présentons maintenant les cellules à un cas plus complexe. Alors ça, en fait, ce ne sont pas les données expérimentales, je précise. C'est trop beau, pour être vrai. Mais en tout cas, le modèle présente le modèle quand on les présente face à un labyrinthe. On reviendra sur le labyrinthe tout à l'heure. Lorsque l'on réduit ce paramètre zeta sur R, c'est-à-dire la perméabilité effective de cellules. Donc ici, on augmente la activité macropinocytique, on réduit la réponse barotactique. Donc à toute bifurcation, les cellules elles vont aléatoirement à gauche ou à droite. Donc c'est une marche aléatoire dans un graphe, et donc elles vont explorer tout le réseau, et donc la surface qu'elles explorent, de fait, alors qu'on augmente la taille du labyrinthe, va être plus importante que si l'on augmente ce rapport, c'est-à-dire si jamais on réduit la perméabilité effective des cellules et donc leur activité macropinocytique. On voit ici un comportement qui est peut-être le chemin le plus court à travers le graphe pour arriver de l'entrée à la sortie. Donc on avait déjà parlé l'an dernier, on va revenir sur cette comparaison, c'est caractère remarquable qu'en vertu de cette capacité à lire localement une variable physique qui incorpore une donnée non locale, c'est-à-dire la taille de la colonne d'eau et donc la géométrie, la cellule peut localement voir ce qui se passe à distance, que je trouve, à chaque fois que j'y pense, absolument incroyable. Mais on voit comment un modèle simple peut expliquer théoriquement un comportement non trivial de quasi-déterminisme, alors qu'en fait, les cellules sont totalement aveugles, ne voient rien directement à distance. En fait, elles le voient indirectement. Donc ici, il y a un récapitulatif. À une bifurcation, point important, les cellules ont une tendance naturelle à briser leur symétrie en raison de leur caractère excitable. Et en fait, l'environnement va biaiser ce caractère spontanément excitable des cellules à se polariser, d'où le biais statistique, donc d'où le fait que ce ne soit pas non plus à 100%, et le fait que ça se produise dans des cellules qui sont symétriques, face à un choix symétrique. Et alors que l'on a une activité contractile suffisante, les cellules vont devenir barotactiques, à mesure que, sauf si jamais elles ont une activité de macropinocytique ou autre, qui peut être aussi des aquaporines, qui en fait peuvent la rendre effectivement perméable au fluide, auquel cas à ce moment-là elles vont perdre leur activité barotactique et explorer beaucoup plus l'environnement. Alors, dans la barotaxie, donc c'est cette petite réflexion sur le caractère non local de la détection de l'environnement. Donc c'est ce qu'on a vu pour la barotaxie. En tout cas, dans le cas théorique, j'aimerais bien voir les données expérimentales. Je ne sais pas si Anna-Maria Lennon et ses collègues essaient de faire l'expérience d'un labyrinthe pour voir si les cellules, effectivement, se feraient un chemin aussi beau que les simulations le montrent ici. En tout cas, théoriquement, ça devrait être possible sur la base de tout ce que l'on a vu. Et donc, en fait, une cellule est capable de détecter une information avant d'avoir exploré l'environnement en vertu de la détection locale d'une information non locale, parce qu'elle intègre en fait la géométrie de l'environnement à distance. Alors on avait déjà vu ce concept dans des données expérimentales et simulées l'an dernier lorsqu'on avait parlé de chimiotactisme. Souvenez-vous du chimiotactisme de cellules qui ont souvent cette caractéristique qui au début était vue de façon assez paradoxale comme elles ont une capacité en fait à dégrader ou faire disparaître, en tout cas dégrader, une molécule chimiotactique. Donc si on est une population de cellules présentée à un gradient d'une molécule chimiotactique, en fait souvent le problème c'est que le gradient a une pente trop faible pour que les cellules puissent bien se déplacer. Donc il y a effectivement un chimiotactisme, lequel n'est pas très efficace. Ici c'est des données simulées, mais les données expérimentales corroborent ces données. Si maintenant on les présente dans un environnement où il y a une saturation en fait la molécule chimiotactisme, donc saturation pour la liaison au récepteur à la surface des cellules,
eh ben, en fait, on se devrait dire, normalement, la cellule, elle a saturation, elle ne peut pas avancer. Mais en fait, en vertu du fait qu'elle peut dégrader le récepteur qui est à saturation, le ligand qui est à saturation, elle peut générer un gradient local extrêmement raide qui lui permet en fait de créer un front qui brise la polarité des cellules et qui leur permet de se déplacer vers la droite. Et derrière, les cellules, elles ne se déplacent plus parce qu'elles sont dans un environnement où il n'y a plus de molécules chimiotactiques. Donc ici, on a un mécanisme dans lequel les cellules génèrent leur propre gradient et on va voir qu'elles sont capables, dans ce cas-là, de détecter aussi l'environnement. Parce que lorsqu'une cellule ou un groupe de cellules arrive à une bifurcation, alors là, on est dans un cas, j'ai vérifié les données, la taille des cellules est beaucoup plus faible que la taille du canal, et donc je me suis intéressé au fait que potentiellement ils avaient oublié cette variable barotactique. En fait, typiquement ici, elle ne peut pas jouer un rôle, il y a une perméabilité énorme. Donc ici, seule la variable chimique peut jouer un rôle, et on voit bien dans ce cas-là que finalement, et les données de simulation le montrent très bien, si on a une impasse, en fait, en raison du fait que les cellules peuvent dégrader le ligand, si l'impasse est courte, plus courte, à ce moment-là, il va y avoir une déplétion de la molécule chimiotactique dans cette impasse, et donc il n'y a plus de mécanisme pour briser la symétrie de la cellule. Donc la cellule ne va même pas s'aventurer, ou très peu, dans cette partie-là. Elle va suivre aveuglément, j'allais dire, la partie plus longue dans laquelle il y a toujours une quantité en excès du ligand, dans lesquelles elle va pouvoir générer son propre gradient chimiotactique et se guider. Et donc les données expérimentales avaient montré, les données expérimentales et les données simulées montrent que face à des labyrinthes parfois très complexes, les cellules sont capables de trouver le chemin le plus court pour sortir du labyrinthe. On voit ici des données de dictostelium et des cellules pancréatiques, cancéreuses pancréatiques, dans lesquelles on voit ici une cellule qui va petit à petit en fait, se frayer un chemin vers la droite. Donc on voit ici une capacité qu'ont les cellules à trouver un chemin dans un labyrinthe et de décoder la géométrie de l'environnement en mesurant la concentration, finalement, l'interaction entre la géométrie de l'environnement et la capacité à détruire les molécules chimiotactiques permet à la cellule de décoder l'environnement à distance. Donc, à la fois par des mécanismes mécaniques et des mécanismes chimiques, la cellule peut détecter son environnement à distance. Alors, juste encore sur ce thème de l'interaction avec l'environnement, que ce soit des variables chimiques ou des variables mécaniques, finalement, la question que l'on doit se poser, c'est qu'in vivo, en fait, les cellules font face à des environnements de taille extrêmement grande, dans lesquels les gradients, qu'ils soient de nature chimique ou des paramètres mécaniques, en fait, sont bruités, souvent faibles, du point de vue de leur capacité à briser la symétrie. Donc les cellules soit ont la capacité de modifier l'environnement, comme on l'a vu pour le ligand, en le dégradant, soit modifier même les paramètres mécaniques potentiellement de l'environnement, modifier la matrice, qui pourrait créer un gradient local on va voir ça bientôt pour finir. Et finalement, la cellule devra toujours intégrer même ces signaux. La cellule n'est pas soit parler uniquement le barotactisme ou parler uniquement le chimiotactisme. La cellule, en fait, parle plusieurs langues, si vous voulez. Elle est capable d'intégrer ces signaux. Et en fait, elle va pouvoir décoder ces signaux sur des grandes distances en raison de sa capacité à modifier l'environnement, de la sorte que même des cellules leaders peuvent modifier en partie l'environnement, biaiser la marche des cellules derrière par un mécanisme de stigmergie, donc j'aurai l'occasion de revenir dans les derniers cours. Donc, pour finir, et ça sera plus rapide parce que je ne vais pas pouvoir le traiter en intégralité, sinon on aura un cours trop long. Donc dans les dernières 10 minutes environ, je vais commencer par introduire le durotactisme, et on finira la prochaine fois et évoluera directement vers les aspects collectifs. Donc finalement, là, on était en 3 dimensions. On a vu un guidage mécanique en 3 dimensions. On va voir maintenant un guidage mécanique en 2 dimensions, en tout cas commencer à introduire ce domaine. Alors, les données en fait, pionnières de ces questions-là sont des données qui s'intéressent aux forces de traction que les cellules exercent sur leur substrat et même la mise en évidence de ces forces de traction. Le papier le plus ancien que j'ai trouvé, c'est un papier de Albert Harris qui montre dans les années maintenant, il y a 40 ans ou plus, comment des cellules de fibroblastes mises sur leur substrat. En fait, ça, c'est du PDMS. Ça ne s'appelle pas du PMS dans l'article, mais c'est vraiment du PDMS. Albert Harris, juste, qui est une des personnes que j'ai découvert dans mes cours, dans laquelle j'ai une grande fascination, qui, en fait, est un embryologiste, en gros, qui étudiait le poulet, et qui a mis ses cellules en culture, a observé ça, il s'est dit « Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant, de l'ordre de la mécanique. On voit ici un froncement du substrat. »
Et en fait, ça a orienté pas mal de ses recherches avec une prise en compte de la mécanique, ce qui était extrêmement rare pour un embryologiste de cette époque. Et donc, non content d'avoir porté son attention sur ces phénomènes-là, il a même écrit un certain nombre de choses très pertinentes sur l'adhésion, j'en avais parlé, mais également sur les aspects d'auto-organisation par des mécanismes Turing-like qui prennent en compte la rigidité du substrat. J'en ai aussi parlé, donc je n'y reviens pas, mais voilà une expérience fondatrice qui met en évidence le fait qu'une cellule mésenchymateuse capable de motilité exerce des tractions sur son substrat. Alors c'est qualitatif, et maintenant on peut faire ça de façon très quantitative en regardant les déplacements, soit de billes sur un substrat viscoélastique dont on connaît les paramètres mécaniques, la rhéologie, et à partir des champs de déplacement, on peut déterminer les champs de force de traction exertés par la cellule, et vous voyez ici en rouge les vecteurs de traction de force des cellules. Et on peut aussi le faire sur ici des petits piliers. On peut voir ici ces cellules qui se déplacent, qui déflectent en fait des piliers dont on connaît aussi la raideur. Et selon le même principe, on peut mesurer les forces de traction que les cellules exercent sur leur substrat. Donc là, il y a toute une série d'expériences remarquables qui ont permis. Là, c'est un des articles pionniers dans ces études, hein, c'est il y a une vingtaine d'années. Alors, un article important de Mike Sheets en 1996 montre en fait comment des petites billes de 1 micron de fibronectine, recouvertes de fibronectine, donc un ligand naturel de l'intégrine, lorsque l'on les dépose à la surface de cellules, alors ce ne sont pas des kératocides dans le cas précis d'expérience, mais peu importe, non, ce sont des billes d'or de colloïdes de 40 nanomètres, on verra tout à l'heure les billes plus grosses, et on voit en fait deux comportements différents. Soit un comportement diffusif si elles sont recouvertes avec un anticorps anti-intégrine qui est non signalisant, en gros qui n'a pas d'activité, mais qui se lie néanmoins en fait, à l'intégrine. Là, on a un comportement diffusif, hein, on peut voir ici en XY, ou alors les deux plans, les deux axes selon le temps, et ici le déplacement moyen, on voit ici donc un comportement vraiment diffusif. En revanche, lorsqu'elles sont recouvertes, ces petites billes d'or, par un domaine fibronectine qui est capable de se lier à l'intégrine et de signaliser, d'accord ? À ce moment-là, on a un comportement vraiment balistique dans lequel on a en fait un mouvement qu'on peut voir ici vers la droite, c'est-à-dire selon l'axe X, et on voit ici donc selon ces différents axes, selon l'axe Y, l'axe X, il y a un déplacement quasi rectiligne alors qu'il est immobile selon l'axe Y dans cette représentation, et on a ici donc un comportement qui est, on va dire, balistique, hein, qui est orienté par une activité motrice, et vous savez ce qu'on a derrière l'idée, c'est évidemment le couplage à l'actine, qui est un mouvement rétrograde, comme j'ai représenté ici par les flèches. Alors, dans un article très important en fait, de Daniel Choquet, notre collègue à Bordeaux, que je salue par l'occasion, quand il était postdoc chez Mike Sheets, cet article important montre que si l'on prend des billes, alors maintenant un peu plus grosses, hein, on peut voir, et que l'on apporte avec une pince optique, on peut voir encore, suivant la concentration de la fibronectine, un comportement qui est globalement presque pas tout à fait diffusif, il y a quand même en partie balistique, mais avec un comportement diffusif à la fin, alors qu'il est extrêmement balistique dans le cas d'une concentration plus forte de fibronectine. Donc il y a un effet quantitatif. Et de façon plus précise, lorsque l'on regarde maintenant dans les cas où il y a des concentrations qui croissent de fibronectine sur la bille, on peut catégoriser le pourcentage de billes qui sont non attachées, ici, qui ont un comportement diffusif à la membrane ou qui ont un comportement balistique, c'est-à-dire rétrograde. Et on voit que quand il n'y a pas de fibronectine, en fait, aucune ne s'attache. Un comportement intermédiaire, il y a un peu de diffusion, moins de billes non attachées, donc plus qui s'attachent, et dans ce cas, elles ont un comportement balistique, et à l'extrême, lorsqu'il y a une forte concentration de fibronectine, le comportement est totalement balistique. Donc on voit bien l'effet quantitatif de la fibronectine sur le mouvement rétrograde de ces billes lorsqu'elles sont capables d'engager un couplage spécifique avec les intégrines. Alors voilà maintenant les manip, la très belle expérience faite dans cet article. Il s'agit finalement on va dire, d'éduquer une bille. On va la prendre avec une pince optique, on va la placer aux périphéries du lamellipode, d'accord ? Et avec une force du trap optique de l'ordre de supérieur à 5 piconewtons, on peut varier la force, on va voir ça. On peut faire un trapping très court de moins de 2 secondes,
la bille va échapper aux trappes, d'accord, parce qu'on est dans l'ordre de quelques piconewtons, d'accord, et elle va donc suivre un mouvement balistique tel qu'on vient de voir. Puis après, on repositionne le trap à l'endroit où est la bille, donc c'est ce qui se passe dans ces petits pointillés, on la repiège, et là, vous voyez que lorsqu'on en exerce une force, on est capable, dans certains cas, de la recentrer à l'intérieur du trap, ce qui veut dire en fait qu'on l'a rattrapée. D'accord, que le mouvement actif qui l'a fait se déplacer n'est pas assez fort par rapport à la force du piège optique. D'accord. Alors maintenant, voyons voir comment on varie en fait, les paramètres on peut éduquer, c'est-à-dire attraper la bille initialement ou la repiéger plus tard. Et en particulier, on peut voir que si maintenant la retenue de la bille initiale n'est pas de 2 secondes ou de moins de 2 secondes, mais plus importante, pendant plus de 10 secondes, on voit qu'au début, en fait, la bille ne peut pas s'échapper. Elle finit néanmoins par sortir, à échapper au piège. Et si on la rattrape à ce moment-là, en fait, elle ne voit rien. Elle est totalement aveugle, en fait, elle vit dans un piège, elle continue son mouvement rétrograde comme si de rien n'était. Donc l'interprétation des auteurs, c'est que pendant cette phase prolongée de trapping initial, on exerce une force de résistance au déplacement de la bille. Si cette force est plus importante ou qu'elle est plus longue, d'accord, ce que j'appelle l'éducation de la bille, dans ce sens, on a un renforcement du couplage actine qui explique que plus tard, lorsqu'on la repiège, en fait, elle n'est plus capable, elle n'est plus retenue par le piège optique. Alors, on peut voir cette idée de façon très précise dans des expériences où on varie en fait les forces de retenue initiale et la force mesurée pour voir si jamais elle échappe ou non au piège. En fait, ici, on a la force de retenue en bleu, qui typiquement peut être de quelques piconewtons, ici 6 piconewtons. Si l'on a une force de mesure plus tard de 6 piconewtons, vous voyez que la bille en fait s'en fiche parce qu'elle a échappé et elle a renforcé son couplage avec l'actine. Et donc ce renforcement fait qu'après, lorsqu'on apporte une même force de mesure, à ce moment-là, la bille ne voit plus, elle continue son mouvement. En revanche, si l'on apporte un piège avec 60 piconewtons, soit 10 fois plus, à ce moment-là, elle est à ce moment-là piégée parce que la force est très importante. Et on voit ici à droite, dans différentes expériences, la corrélation entre la force de retenue initiale et la force mesurée pour voir si les billes sont sensibles à la force qui veut les piéger. La cinétique dans ces différents cas est la même, que ce soit le temps d'échappement ou la vitesse au cours de cette partie où elles échappent au piège est la même, donc il n'y a pas de différence en termes de la cinétique du système. En revanche, les expériences, alors assez préliminaires à ce stade, indiquent que des inhibiteurs de la phosphorylation des tyrosines, il y a des tyrosines sur les intégrines, c'était connu à l'époque, et si on inhibe cette phosphorylation, c'est l'inhibiteur que l'on voit ici, on voit soit alors que ici le contrôle, après un piégeage long, on a un renforcement, et donc la bille ne voit plus le piège plus important, elle continue son chemin. Si maintenant on inhibe la phosphorylation des tyrosines, on voit bien que là, par contre, elle est piégée, tout de suite. Donc ça veut dire que le renforcement n'a pas eu lieu lorsque l'on inhibe la phosphorylation des tyrosines, ou même dans un cas extrême, elle n'arrive même plus à s'échapper du piège, donc le renforcement ne se fait pas. Donc le renforcement est quelque chose qui est de nature, qui nécessite une modification, on va dire, post-traductionnelle des intégrines. Donc le petit modèle que proposait Choquet Sheets, c'est que dans le cas de renforcement, dans un modèle mécanique avec un couplage élastique et une résistance et visqueuse, on a en fait soit une augmentation du nombre de couplages, soit alors un couplage plus important qui pourrait venir d'une modification soit des propriétés de la molécule, soit du nombre de la nature, la phosphorylation, la modification de ces couplages. Tout ce qu'on en avait vu dans le cours sur l'intégrine l'an dernier, sur lequel je ne reviens pas, apporte des éléments d'explication moléculaire à ce qui était proposé d'un point de vue mécanique dans cet article. Et ce, en plus des phénomènes d'agrégation d'intégrine et d'occupation du récepteur en fonction de la concentration du ligand. Et effectivement, lorsque l'on mute les modifications post-traductionnelles de l'intégrine, ce processus ne se produit pas. Alors justement, ici, la phrase de conclusion quasiment de l'article qui donc nous intéresse, nous proposons que that the physical character, namely the resistance to displacement of the substrate, is an additional cue that cells can use to orient during migration. Donc finalement, à partir du moment où on met en évidence qu'il y a un renforcement local, mécanique de la cellule, alors il est local, ils ont regardé une bille qui était à 2 microns de la bille qu'ils avaient entraînée, et rien ne s'était passé pour elle. Donc on a vraiment une modification locale
de ce renforcement. Et donc ça a une implication en termes de polarisation de la cellule. Et c'est ce qui peut se voir dans cet article d'hypothèse publié juste après, en 1998, dans lequel ils disent finalement, on sait que la motilité cellulaire nécessite que les forces de traction vers l'avant ou vers la gauche, etc., soient plus importantes que les forces de résistance du fluide, et puis que la contraction à la partie postérieure. Et donc si ici on a une petite bille de fibronectine, on peut localement, par l'expérience que l'on a vue, entraîner, renforcer les couplages intégrines dépendants, et donc, en vertu même du fait que l'écoulement rétrograde de l'actine génère des forces de propulsion par résistance avec l'adhésion, eh bien, on aurait donc un mouvement vers la droite, la cellule va tourner vers la droite, décodant en fait cette modification expérimentale des paramètres mécaniques de l'environnement. Mais maintenant, prenons une cellule maintenant dans son environnement natif. Évidemment que la matrice extracellulaire ne va pas être dans un état ni totalement isotrope, ni parfaitement homogène, et encore moins dans un état qui serait le même, parce que les cellules avant auraient pu modifier cette matrice, la tendre. On a peut-être ici une cellule en train de se contracter qui va en fait stresser la matrice, et ce caractère en fait précontraint de la matrice pourrait modifier, typiquement, ferait la même chose que la bille dans laquelle on exerce quelques piconewtons d'entraînement. Quelques piconewtons, c'est vraiment pas grand-chose, qui est suffisant en fait pour entraîner la cellule, c'est-à-dire renforcer les couplages, et le renforcement de ces couplages pourrait à ce moment-là modifier les forces de traction, leur distribution sur l'arc de l'avant de la cellule et induire une rotation. Donc la cellule pourrait, dans ce gradient hypothétique de dureté, de rigidité des substrats, décoder ce gradient et s'orienter en fonction. Alors, la question que l'on verra la prochaine fois, c'est est-ce que les ordres de grandeur nécessaires pour cela sont suffisants. Alors justement, on finit par ces expériences où on voit ici, donc ça c'est un peu l'article de référence de du durotactisme. En fait, c'est même là que le terme a été pour la première fois nommé. L'article de Choquet et Sheets et l'article que j'ai mentionné de Revue mentionnent le concept, mais ne nomment pas du terme de durotaxie. Et là, on voit les expériences où finalement on a ici une matrice souple, ici une matrice plus dure. Les ordres de grandeur sont entre 140 et 300. Alors, à l'époque, on utilise encore les kilodines par centimètre carré, c'est-à-dire ça, c'est 100 pascal. Donc c'est 100 pascal. J'ai vérifié, c'est 100 pascal. Et donc quand on a ça, ça veut dire qu'on est dans l'ordre de quelques dizaines de kilopascal. D'accord ? Donc quelques dizaines de kilopascal, ça colle. On est sur des cellules en 2 dimensions. Et c'est ce qui, effectivement, les forces de traction mesurées par les cellules sont de cet ordre de grandeur. Et comme le rappelait tout à l'heure Pierre Sand, puisqu'il y a équilibre des forces, les deux collent, tout le monde est content. Mais donc, dans ces ordres de grandeur, de 140 à 300 kilopascal, 10 à 30 kilopascal, donc finalement un facteur 2, on voit que les cellules venant de la partie molle vont continuer et avancer vers la partie dure, mais si elles viennent de la partie plus dure, elles ne vont pas s'aventurer dans la partie molle, elles vont plutôt s'accumuler globalement à la frontière. Donc voilà les données expérimentales pionnières qui montrent, oui, il y a un gradient, en tout cas une marche d'un facteur 2 seulement, dans un ordre de grandeur de ce qu'il faut pour qu'il y ait de la motilité, c'est-à-dire quelques dizaines de kilopascal, on a effectivement un durotactisme. D'accord ? Alors maintenant, et c'est le dernier article, on regarde ici, finalement, l'amplitude du gradient en fonction de la valeur moyenne de la dureté du substrat. Donc déjà, si jamais on est de l'ordre d'un gradient de 1 kPa sur 100 microns, ce n'est pas grand-chose, globalement les cellules ont une marche aléatoire, elles ne décodent rien de ce particulier, elles se déplacent. En revanche, lorsque l'on augmente d'un facteur 2 à 4, donc ce n'est pas grand-chose comme modification du gradient, à ce moment-là, on a clairement un biais statistique vers la partie haute du gradient, donc un comportement durotactique, et qui lui est indépendant en fait de la dureté, la rigidité en fait du substrat, parce qu'ici on est entre 10 et 70 ou 80 kilopascal. Le même gradient de 4 kilopascal par 100 microns en fait génère clairement un biais statistique où les cellules vont remonter le gradient plutôt que de s'aventurer dans les parties basses du gradient. Donc finalement, c'est le gradient qui compte et non pas la rigidité absolue. Bon, sans doute si on allait dans les extrêmes, ça ne marcherait plus. Mais d'ailleurs, dans tous les systèmes sensitifs, on l'avait vu en détail comment c'est absolument remarquable chez les bactéries parce qu'on connaît très très bien les choses. Il y a une capacité, par une adaptation en fait aussi, à mesurer une très très grande amplitude de gradient, mais avec une pente très faible. Donc là, on est loin de connaître en fait ces aspects quantitatifs, mais d'un point de vue phénoménologique, on voit quand même que sur quasiment un facteur 10 de rigidité de l'environnement, de 10 à presque 100 kilopascal, un gradient faible est capable de produire un effet notoire. Alors, voilà qui conclut ce cours.
on a vu, et donc on a bien vu qu'il s'agissait d'une tangente par rapport au projet d'étudier les aspects collectifs de la motilité cellulaire, mais puisque je n'avais pas pu parler du guidage mécanique des cellules et qu'on va voir que c'est très important dans les aspects collectifs, il m'était important de revenir sur le guidage mécanique de deux natures, en 2 dimensions ou en 3 dimensions. En 3 dimensions, c'est le barotactisme, dans lequel la résistance en fluide joue un rôle important, sa perméabilité au fluide, et puis la durotaxie, dans laquelle finalement c'est la rigidité du substrat qui joue un rôle important. Donc la prochaine fois, nous verrons la suite du durotactisme individuel et son implication dans les aspects collectifs de motilité. On rentrera vraiment dans le cœur des aspects collectifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine.